Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Pendant 1h30, vous allez vivre les moments forts des débats entre les sénateurs. Et au programme ce matin, l'examen du budget 2020 au Sénat. Les sénateurs ont reporté d'1 an la réforme de la fiscalité locale qui doit compenser la suppression de la taxe d'habitation car ils jugent cette réforme mal aboutie. Et puis il a été question de pouvoir d'achat durant ce débat et notamment du pouvoir d'achat des familles. Le Sénat a relevé le plafond du quotient familial de 1 527 € à 1 750 € par demi-part pour obtenir une réduction d'impôt sur le revenu. Et enfin, pour faire face à la crise de l'hôpital, la droite du Sénat a défiscalisé totalement les heures supplémentaires du personnel hospitalier. Ces heures sup sont déjà défiscalisées, mais jusqu'à une limite de 5 000 € par an. Les sénateurs ont donc supprimé ce plafond de 5 000 €. Le débat sur le budget, c'est tout de suite. Cet amendement porte en réalité sur le fonctionnement de l'hôpital. Il existe à l'hôpital, chacun le sait, un malaise persistant, un manque de personnel et des difficultés de gestion considérables. Ce qu'on appelle le TTA, le temps de travail additionnel, à l'hôpital est non imposé, mais mesure fiscale par définition, il est non imposé jusqu'à 5 000 € par an. Résultat des courses, les hôpitaux font appel à des intérimaires, à des extérieurs, qui coûtent en réalité beaucoup plus cher que de conserver le personnel à l'intérieur de l'hôpital, qui connaît la maison, qui connaît les patients, qui connaît le fonctionnement, mais qui évidemment, dans la mesure où ça n'est que jusqu'à 5 000 €, n'est pas très encouragé à faire beaucoup plus d'heures à l'intérieur. Donc, appel à l'intérim qui coûte beaucoup plus cher à l'hôpital. À un moment où on dit qu'il faut évidemment trouver des solutions pour l'hôpital public, l'amendement propose de dire, sur le temps de travail additionnel, on supprime cette référence à 5 000 € par an. On laisse la capacité aux hôpitaux et au personnel hospitalier de faire plus d'heures, de ne pas faire appel à l'intérim aux extérieurs, ce qui coûtera moins cher à l'hôpital. Et en réalité, monsieur le ministre, messieurs les ministres, ça coûtera en réalité assez peu en impôts qui ne rentreraient pas dans les caisses de l'État. Par ailleurs, puisque le gouvernement a lancé un plan hôpital, ça pourrait participer à ce plan hôpital de manière efficace, rationnelle, et ça conviendrait probablement à tous les gestionnaires des hôpitaux et au personnel hospitalier. Merci. Monsieur le rapporteur général. On ne va pas évidemment s'étendre sur la crise des hôpitaux, les énormes difficultés de recrutement, c'est absolument partout. Ça touche également aussi bien les hôpitaux de province que les CHU, que les hôpitaux parisiens. Et donc c'est une réponse qu'essaie de nous apporter Roger Carucci dans un contexte d'énormes difficultés de recrutement, d'énormes difficultés d'attractivité de ces métiers. Et la question des heures supplémentaires est une question qui évidemment se pose au quotidien. Je vous rappelle que jusqu'en 2012, on n'aurait pas eu cet amendement parce qu'elles étaient exonérées. Et ça donnait un supplément de pouvoir d'achat considérable. Je crois que la première mesure, malheureusement, qui a été, dès l'arrivée du nouveau gouvernement, a été, je me souviens, on a eu un PLFR tout de suite après les élections, et c'était la première mesure, c'était de supprimer la défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires. Ça a été une erreur. Je crois que d'ailleurs, même par la suite, même ceux qui soutenaient François Hollande l'ont reconnu, c'était une erreur. Et notamment dans le secteur public hospitalier, où il y avait ce petit supplément de revenus défiscalisés qui permettait de rendre un peu plus attractif, un peu plus supportable la charge de travail de métiers qui sont évidemment très en tension. Donc moi je trouve que c'est une réponse qui est très intéressante. Je pense en effet que le coût en sera relativement limité, parce que ça se combine, le gouvernement nous dira que ça se combine avec sa baisse de l'impôt sur le revenu. Quand on voit les salaires des personnels qui sont visés, ce ne sont pas des très hauts revenus. Donc je pense qu'ils sont dans des tranches qui sont plutôt basses dans le barème. Donc je pense que l'impact sera limité. Mais je souhaiterais entendre le gouvernement sur le coût de cette mesure, sur lequel on est plutôt dans un avis de sagesse dans le temps imparti. On n'a pas pu le chiffrer, mais je pense que c'est une mesure dont le coût serait limité, eu égard encore une fois au montant des rémunérations et à la combinaison avec le barème de l'impôt sur le revenu.
Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement a annoncé il y a quelques jours maintenant un ensemble de mesures avec des engagements financiers qui sont conséquents pour répondre à la crise de l'hôpital et c'est nécessaire. Et il faut que ces mesures puissent être mises en œuvre rapidement, ce à quoi nous nous employons et nous aurons l'occasion dans quelques jours d'y revenir. Les mesures que nous avons annoncées nous paraissent répondre à une partie des difficultés et nous avons fait le choix de privilégier le plan tel qu'annoncé par le Premier ministre plutôt que d'autres mesures, d'autant plus que nous avons, nous aussi, du mal à chiffrer le coût potentiel de la disposition proposée par le ministre Karoutchi. Donc ça nous amène à avoir un avis défavorable sur cet amendement ainsi proposé, considérant que nous pouvons trouver d'autres réponses pour les difficultés rencontrées par l'hôpital que celles visant à déplafonner l'exonération d'heures supplémentaires ou de temps additionnels, pour reprendre cette expression. Merci. Monsieur Bocquet, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Simplement un mot pour dire que nous allons voter cet amendement, même si nous pensons que c'est un plan de recrutement massif qui apporterait une vraie réponse à la crise profonde traversée par l'hôpital aujourd'hui. Merci, Monsieur Karoutchi, oui. Je remercie M. Bocquet, mais moi je voudrais dire au ministre, je ne vois pas en quoi c'est incompatible. J'ai regardé le plan hôpital. Il y a de bonnes mesures sur l'investissement, sur un certain nombre de choses. Mais, pardon, il n'y a pas grand-chose en réalité sur les revenus, le salaire, le niveau des salaires du personnel hospitalier. Or, dans ces hôpitaux, nous avons un vrai problème. Au-delà de la machine hospitalière, il y a le personnel. Et quand vous allez dans un hôpital à Paris ou en province, en ce moment, à bien des reprises, vous n'avez pas le personnel nécessaire, ou bien vous avez du personnel extérieur qui vient faire quelques heures, ce qui n'est pas la bonne mesure. Moi, je suis assez d'accord avec M. Bocquet. Un jour, si on a les moyens, il faudra faire du recrutement pour avoir du personnel stable, plus nombreux dans les hôpitaux. Mais en attendant ce jour, plutôt que d'avoir des gens de l'extérieur qui viennent faire quelques heures, permettez au personnel hospitalier qui travaille dans l'hôpital de faire plus d'heures sans se dire que c'est grave et qu'il va être fiscalement extrêmement imposé. Donc, franchement, faites respirer l'hôpital. Merci, Madame Conconne. Vous avez la parole. J'irai dans le même sens que mes deux collègues qui viennent de s'exprimer. Moi, j'habite un pays où la sous-densité médicale est énorme. Aujourd'hui, pour voir un ophtalmo, il faut 2 ans. Nous avons un CHU dans lequel il n'y a pas un seul médecin spécialisé en hépatogastro. Il n'y a pas un seul néphrologue. Donc, aujourd'hui, il nous manque des médecins radiologues. Les médecins sont à bout. Ils font des heures supplémentaires à tour de bras pour pouvoir maintenir un service hospitalier digne de ce nom. Et pourtant, les carences sont énormes. On meurt au CHU. On meurt au CHU par faute de diagnostic, par faute de soins. Donc, que l'on puisse aujourd'hui rajouter cette mesure à l'arsenal qui consisterait à rendre des régions sous-denses plus attractives, personnellement, moi, je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas seulement par des moyens d'investissement et tout qu'on va attirer un médecin. Il faut, dans cette urgence qui existe, et ne serait-ce que sur un temps, pouvoir faire grossir la boîte à outils qui permet de rendre un territoire attractif. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Lorsque des médecins sont à bout et font jusqu'à 80 heures par semaine de service à l'hôpital, en soins intensifs, en réanimation, aux urgences, eh bien, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ils capitulent, ils partent, ils repartent en France, ou alors ils vont vers le privé, où des conditions sont plus favorables. Donc, je vous demande de bien vouloir me respecter quand je parle, monsieur, avec votre sémantique que vous voulez m'imposer, qui est vraiment d'un autre temps. Je vous invite à quelques lectures, exemple le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Ça vous fera du bien pour le week-end. Ça vous fera du bien pour le week-end. Donc j'insiste pour dire que nous sommes aujourd'hui, personnellement, je suis pour cette mesure, je la soutiendrai et je la voterai parce que dans le contexte, elle vient en tout cas donner un signe intéressant pour augmenter l'attractivité de certaines régions. Merci Madame Goulet, vous avez la parole. Oui, nous allons aussi voter l'amendement de Roger Karoutchi qui présente en plus, en dehors de tous les avantages et de tout ce qui a été dit, une question
une question qui présente aussi un avantage, c'est l'immédiateté du résultat. C'est-à-dire qu'en attendant une prime qui va être versée, on ne sait pas quand, et le plan hôpital qui va être mis en marche, on ne sait pas comment, en attendant, cette mesure-là s'appliquera immédiatement au personnel concerné. Donc évidemment, nous allons voter cet amendement. Merci. Monsieur Arnel, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le groupe RDSE aussi, et une fois n'est pas coutume, soutiendra l'amendement de M. Karouchi, puisque j'ai eu personnellement l'occasion d'alerter Madame la ministre Agnès Buzyn sur cette question ô combien importante. Ça ne concerne pas simplement l'ensemble du personnel, ça s'adresse également aux médecins, et c'était là le sens de mon intervention auprès de Madame la ministre, sur des médecins qui n'ont aucune implication dans l'hôpital et des autres qui arrivent avec une surprime, etc., et qui posent singulièrement des problèmes. Je crois que peut-être n'est-ce pas la seule solution, mais nous sommes à la recherche de solutions et pour toutes ces raisons, le groupe RDSE soutiendra des deux mains l'amendement de M. Karouchi. Oui, Madame Lienemann, vous avez la parole. Quelle belle unanimité pour soutenir Roger Karouchi, ça me rappelle les GAFA, d'autres termes. Je voudrais insister sur plusieurs points. Ce qu'a dit notre collègue Bocquet me paraît important. Pour le long terme, on a besoin d'avoir l'attractivité et un nombre suffisant de postes pour que la qualité du travail et des services rendus soit au rendez-vous. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, aucune mesure de salaire global concernant l'ensemble des personnels n'est envisagée par le gouvernement. Et on ne va pas polémiquer, on parlera au PLFSS des mesures, mais enfin, c'est quelques primes pour quelques trucs. Or, c'est dans tous les métiers de l'hôpital qu'on a des besoins. On a des besoins en médecins, on a des besoins en personnel qualifié. Et donc, l'avantage de la mesure, même si moi je préférais une augmentation de salaire, elle est immédiate. Elle permet de toucher l'ensemble des personnels, en particulier les médecins, sur lesquels nous avons une pénurie considérable. Et par ailleurs, pour l'hôpital, ça coûte cher, parce que le système de remplacement de temporaires est très coûteux pour l'hôpital. Donc, je soutiens cette mesure, comme mes collègues du groupe CRCE. Merci. Monsieur Reynal, vous avez la parole. Oui, à mon tour, je voudrais dire que notre groupe soutiendra l'amendement présenté par M. Karouchi. Et c'est vrai que c'est suffisamment rare pour l'indiquer, mais je crois surtout qu'on est au clair là-dessus. Ce n'est pas cette mesure qui, par elle-même, serait de nature à modifier l'attractivité des professions hospitalières. Mais, d'une part, elle y contribue, point numéro 1, et d'autre part, elle met l'accent sur le sujet. Parce que cette question d'attractivité, elle est fondamentale aujourd'hui. Et dans la question de quand l'hôpital va mal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que plus personne ne veut y travailler et que chacun s'échappe, et c'est de trouver d'autres endroits pour travailler. Et donc, finalement, aujourd'hui, à l'occasion de cet amendement, mettre l'accent sur ce sujet, et au moment où se discute, en tout cas où on va avoir les mesures ici qui vont revenir lorsqu'on va discuter du plan sur l'hôpital, je crois que c'est un bon amendement à la fois sur le fond et à la fois d'appel sur une des questions fondamentales de l'hôpital. Merci. Merci. Il n'y a plus de demande de parole? Très bien. Je vais mettre aux voix l'amendement 461 rectifié avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Quand on regarde d'un peu plus près cette réforme de l'impôt sur le revenu, où globalement nous approuvons, mais il y a un certain nombre de choses à dire et nous souhaitons d'ailleurs l'améliorer, la baisse de l'impôt sur le revenu, on regarde de manière très précise à qui profite cette baisse. Et proportionnellement, les plus grands gagnants sont les célibataires. Ces célibataires, vous avez le rapport détaillé de la Commission des finances qui montre les gains par décile, par type de foyer fiscal. C'est un célibataire dans les premiers déciles qui gagne le plus. Et ceux qui sont finalement les grands oubliés à la fois de cette réforme fiscale, mais plus globalement de la politique du gouvernement, ce sont évidemment les familles. Je pense en particulier aux allocations familiales qui ne sont pas revalorisées selon l'inflation. Donc les allocations familiales, évidemment, les familles en subissent directement une perte de pouvoir d'achat. Et je pense évidemment à l'impôt sur le revenu
dont le quotient familial a été relevé, 2 fois modifié sous le gouvernement Hollande, et donc je souhaite concrètement le relever de 1 567 € à 1 750 € par demi-part, ce afin de rendre du pouvoir d'achat aux familles. Donc ça complétera, donc je le disais, une position sur les prestations familiales. Les prestations familiales, elles sont relevées que de 0,3%. L'inflation, elle est bien sûr supérieure à 1%, donc perte de pouvoir d'achat. Et les familles ont subi, avec les deux réformes successives du gouvernement Hollande, ont subi une perte de pouvoir d'achat puisque le rendement de l'impôt sur le revenu, avec les 2 baisses successives du quotient familial, en 2013 et 2014, avait fait perdre aux familles plus de 1 550 millions d'euros. Donc ce n'est que justice de rendre un peu de pouvoir d'achat aux familles à travers ce relèvement du quotient familial. Alors pour des raisons d'équilibre des finances publiques, cette hausse, j'en suis conscient, pourrait être supérieure, mais elle va bénéficier à 1 400 000 ménages avec enfants. Et de toute façon, vous allez me dire, il y a un problème de rendement. Le rendement, malgré la baisse de 5 milliards d'euros, regardez bien les chiffres, le rendement attendu de l'impôt sur le revenu en 2020 sera très supérieur à 2019. Donc je pense que les finances publiques peuvent supporter cette hausse. Nous aurons encore un rendement supérieur et ce ne sera que justice et pouvoir d'achat rendu aux familles. Merci. L'amendement 859 n'est pas soutenu. Monsieur le rapporteur général ou monsieur le président de la commission, pour l'avis de la commission sur ces 7 amendements. Alors, tout d'abord, le gouvernement fait une baisse, c'est vrai, 5 milliards, relativement importante, de l'impôt sur le revenu. Et bien sûr, après avoir connu les augmentations successives, on ne peut que se féliciter de cette baisse. Nous allons voter cet article tel qu'amendé par la commission familiale, par la commission du Sénat, concernant les familles, en particulier avec cet amendement sur le quotient familial. Malgré ces 5 milliards d'euros de baisse, le rendement de l'impôt en 2020 il va être supérieur à 2019. Et c'est dû en particulier, puisque le ministre a été le promoteur du prélèvement à la source, c'est dû en particulier à la mise en œuvre du prélèvement à la source. Je rappelle que quand on était contre la version initiale, je vous rappelle que les crédits d'impôt n'étaient pas rendus. Bon, heureusement, le président de la République est intervenu. Mais si. Et je vous rappelle quand même que ça veut dire... Non mais, quelle est la conséquence directe? Ça veut dire que ça veut dire qu'en imposant les revenus de l'année N par rapport à l'année N-1, les Français sont plus imposés. Et en imposant 12 mois au lieu de 11 mois, les Français sont plus imposés. C'est évident puisqu'on a intervenu sur les revenus de l'année réelle. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement peut se permettre d'afficher une baisse de l'impôt sur le revenu puisqu'il y a une très forte hausse du rendement. Et d'ailleurs, regardez les chiffres, ils sont là. En 2020, malgré la baisse de 5 milliards, le rendement de l'impôt sera supérieur à celui de 2019, en particulier parce que je vous dis, on prélève les revenus en temps réel et on prélève sur 12 mois. Donc ce n'est qu'une partie, finalement, de cette hausse du rendement qui est rendue aux Français. Mais quand on regarde de manière un peu plus précise, donc on s'aperçoit qu'ils sont de quotient familial, et puis on s'aperçoit aussi que très rapidement, il y a finalement un bénéfice qui est très plafonné. Et il est plafonné dans les déciles supérieurs, bien sûr, mais il est plafonné assez vite, puisque quand vous regardez de manière très très détaillée le gain pour un foyer fiscal, il est plafonné à 150 € ou à 300 € pour un ménage, et ce, dès les déciles relativement bas. Donc vous voyez dans la pratique que le gain, nous l'approuvons. Il est ciblé plutôt sur le bas de barème. Il y a aussi des mesures, il faut le dire, tout à fait bienvenues, comme la simplification du barème pour les plus modestes. Ça, c'est la partie que nous approuvons. En revanche, sans doute, la cible est-elle visée un peu basse. Et encore une fois, il faudrait penser aux familles. Le gain maximum, il est pour un célibataire. Les familles, encore une fois, sont les grandes oubliées. C'est la raison pour laquelle nous voterons cet article tel qu'amendé par la Commission des finances. Alors sur les amendements, je vais vous donner la position sur chacun d'entre eux. Sur l'amendement du groupe communiste qui a été défendu par notre collègue Éric Bocquet, qui veut passer de 5 à 11 tranches l'impôt sur le revenu, ça veut dire concrètement augmentation de la pression fiscale, notamment pour le haut du barème. Bon, vous connaissez les chiffres, il y a une hyper-concentration de l'impôt sur le revenu. Alors je veux bien entendre qu'il n'y a pas de justice sociale, qu'il n'y a pas de justice fiscale, qu'il n'y a pas de redistribution. Les chiffres sont là, 20% des foyers
20% des foyers payent 85,1% de l'impôt sur le revenu. Donc c'est la réalité. Et c'est en augmentation, puisqu'en 2016, ce n'était que ils ne payaient, j'avais pu dire, que 83,4%. Donc augmentation forte de la concentration de l'impôt. 20% des contribuables les plus aisés payent 85,1% de l'impôt sur le revenu. Donc concrètement, cet amendement aboutirait à une encore plus grande concentration. Et évidemment, c'est un avis défavorable sur le 1012. Si on prend l'amendement de M. Delahaye, l'amendement 55, il pose une question très intéressante, qui rejoint un peu d'ailleurs la position qu'a exprimée notre collègue Jean-Claude Requier à l'instant. Le caractère universel de l'impôt, on en est loin. Plus de la moitié des foyers fiscaux qui ne payent pas l'impôt. Alors le ministre nous répondra, il y a la CSG, il y a d'autres formes d'imposition sur le revenu, certes, mais dans la pratique, on voit à l'instant, je le disais à l'instant, une hyperconcentration de l'impôt. La décote a fait sortir un certain nombre de foyers fiscaux, et aujourd'hui, la situation se trouve encore renforcée du fait de l'application de la réforme sur la taxe d'habitation. C'est-à-dire que vous allez retrouver avec des communes où beaucoup de foyers ne payent ni l'impôt sur le revenu, ni l'impôt local. Ça pose quand même la question, dans le pacte social, le paiement de l'impôt fait partie, me semble-t-il, du pacte républicain. Et la réalité, le débat qui est posé par l'amendement de Vincent Delahaye, celle de savoir si on doit payer un minimum d'impôt, me paraît être une question légitime. Donc c'est une question légitime. Et d'ailleurs, l'amendement du groupe de M. Requier avait été, pas simplement pour la mémoire de Joseph Caillot, avait été voté par le passé. Bon, néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'interrogations. Dans un souci louable d'équilibre des finances publiques, Vincent Delahaye équilibre, si je puis dire, le coût de son amendement par la suppression d'un certain nombre de niches fiscales, d'un très grand nombre de niches fiscales. Il y en a, je crois, 80 qui sont listées. Bon, certaines d'ailleurs qui sont indiquées dans la liste sont supprimées. Donc il faut bien je pense que l'amendement ne tourne pas. Mais au-delà de ça, je m'interroge sur les effets. Je vais parler avec lui. J'aurais préféré un plafonnement pour ma part de l'ensemble des niches, mais ça suscitera un certain nombre de dégâts. Exonération d'impôt sur le revenu sur la prime d'activité, supprimée. Suppression de l'exonération sur la part patronale sur le ticket restaurant. Exonération d'IR sur les allocations versées aux personnes âgées, supprimée. Exonération sur la prime de fidélité des sapeurs-pompiers, sur les primes des policiers et CRS, sur les pensions temporaires d'orphelins. Donc je pense que ça susciterait un certain débat, et je ne suis pas certain que dans la semaine où on nous annonce quand même quelques mouvements sociaux, les Français ne retiennent pas que le mauvais côté de l'amendement, c'est-à-dire la suppression d'un avantage, et ne retiennent pas le bon côté, qui est éventuellement la baisse de l'impôt sur le revenu. Donc je comprends, je partage la philosophie, je m'interroge sur le caractère opérationnel. L'amendement, très clairement, ne tourne pas. Il y a un certain nombre de... si vous voulez que je rentre dans le détail sur le plan technique, il méritera tout d'être retravaillé. Donc c'est une approbation sur le principe même d'un impôt universel. Sur l'idée qu'il faut supprimer les niches, je partage également. C'est une sagesse, mais vous l'avez compris, assez réservée sur le caractère opérationnel de l'amendement. Sur l'amendement 533 de notre Claude Raynal, là aussi... Modification du barème de façon à sortir le 4e décile, réduire l'imposition de manière dégressive, ça c'est sympathique, mais là où c'est moins sympathique, c'est augmenter l'imposition sur les derniers déciles. J'ai exprimé à l'instant les chiffres relatifs à l'hyperconcentration de l'impôt, je les rappelle à nouveau, 20% acquittent, les contribuables les plus aisés acquittent 85,1%, et c'est en augmentation. Donc il y a un moment où le caractère confiscatoire, là j'ai le rapport sur les départs à l'étranger, bon, donc on est sur une hyperconcentration de l'impôt, et donc c'est un avis défavorable évidemment sur l'amendement 533. Alors l'amendement de M. Requier, je disais pas simplement pour la mémoire de Joseph Caillot, il a ce mérite de poser la question en effet de l'acceptation de l'impôt, et je pense que cette question est encore une fois plus d'actualité, ou le sera de plus avec la suppression de la taxe d'habitation. Dans une commune, en effet, vous aurez un grand nombre de contribuables, pour certaines, qui ne paieront ni impôt sur le revenu, ni taxe d'habitation.
Donc voilà. Et donc là, je le disais, en termes de pacte républicain ou d'acceptation, ça peut poser une vraie difficulté. Bon. Je ne sais pas, bon, c'est simplement, et donc on risque d'un effet d'avoir de manière générale une érosion progressive du consentement à l'impôt. Bon, simplement l'amendement techniquement ne tient pas compte d'un certain nombre de mesures comme le tonneau du pass. Il pourrait, avec le rétablissement de la tranche à 5,5, désavantager les classes moyennes. Il faudrait voir également comment ça s'articule avec la pente de la décote. Donc sur le plan technique, c'est plus un amendement symbolique d'appel qu'un amendement opérationnel. Donc c'est un avis qui est évidemment réservé de ce point de vue sur les caractères tout à fait opérationnels de cet amendement. Et le 566 prévoit du groupe RDSE, de certains signataires du groupe RDSE, prévoit d'ajouter une tranche de 2% au barème de l'impôt sur le revenu. Bon, cette volonté de répartir le fardeau de l'impôt sur le revenu, on la partage, puisque, en effet, je disais, seuls 43% des foyers fiscaux acquittent l'impôt sur le revenu. Mais il faudrait là aussi avoir un peu plus de réflexion approfondie, voir si ajouter une tranche de 2%, ça n'a pas des effets négatifs. L'analyse que j'en fais, c'est que ça pourrait désavantager davantage les classes moyennes, dont les revenus, par exemple, aujourd'hui, qui vont jusqu'à 10 644 €, sont imposés à zéro. Et l'application de votre amendement, si on crée cette tranche de 2%, ce serait de les rendre imposables. Donc je ne suis pas certain que ça soit la bonne solution. Je précise également, parce que j'ai sans doute, pour être plus complet, il faut toujours manier l'impôt sur le revenu avec prudence. Dans l'amendement du groupe socialiste, il a des effets qui, je pense, je ne veux pas leur faire le reproche, c'est tellement technique, il a des effets qui n'étaient pas mesurés, par exemple, d'imposer des contribuables. Alors, je ne sais pas quand on commence à être riche, mais quand on regarde de manière très... 4000, je ne sais plus. Moi, j'ai plus les citations de François Hollande. Mais par exemple, bah oui, 4000. Par exemple, 4002. Oui, d'accord. 4002. Alors, par exemple, je prends le 6e décile, par exemple. Revenu fiscal de référence entre 18 770 € et 22 899 €. On est riche là ou pas? Non, je ne sais pas. Par an. Hein. Bon, entre 18 770 €. Actuellement, ils sont imposés à 14%. Votre amendement leur fait augmenter la position à 15%, par exemple. Donc, je ne suis pas certain qu'on atteigne exactement la cible qu'on veut. Donc, ça veut dire que assez rapidement, mais non, à 18 770, on n'est pas super riche. Enfin, il faut le dire aux gens, peut-être. Voilà. Donc, voilà ma position. Donc, sagesse très réservée pour les raisons sur les niches, sur l'amendement mais sagesse sur le plan du principe. Le débat est posé sur l'amendement de Vincent Delahaye. Pardon? Ben, je dis sagesse. Voilà, mais sagesse, alors sagesse. Mais vous avez compris, je suis quand même obligé de dire qu'il y a des réserves sur les niches, je le dis clairement. Également sagesse sur l'amendement du groupe RDSE et avis défavorable sur les autres. Et j'ai bien sûr défendu la position de la Commission des finances sur son amendement concernant le relèvement du plafond familial. Bien. Maintenant, nous passons à l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Pour répondre très rapidement, malheureusement, ce sera un avis négatif sur l'ensemble des amendements. Ah, je dis malheureusement pour commencer notre journée comme ça. Oh, il me semble qu'il y a des amendements bien plus à droite, Monsieur le Président de la Commission des Finances. Non, je ne vais pas parler de vous, Monsieur le rapporteur général en particulier. D'ailleurs, je ferai remarquer que, effectivement, Monsieur le Président a raison de dire que Monsieur Caillot a été le créateur, avec beaucoup de conviction, aidé par d'autres personnages éminents de la République, notamment Clémenceau, qui a essayé de pousser également l'impôt sur le revenu, et il a fallu que, à la fois la Grande Guerre convainc le Parlement et singulièrement le Sénat, puisque pendant 7 ans, l'impôt sur le revenu a été voté à l'Assemblée et attendait que le Sénat adopte, dans un autre monde, évidemment, l'impôt sur le revenu, qui a ses défauts et qui a ses grandes qualités. Ses grandes qualités de redistribution, ça a été dit. Et d'ailleurs, je voudrais dire au rapporteur général, mais aussi à tous ceux qui sont intervenus, tout le monde est sensible à la redistribution. La redistribution à la française, elle a ça d'original qu'elle est à la fois sur la fiscalité. L'impôt sur le revenu est un impôt de redistribution, évident. 70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% de gens qui le payent, sachant que seulement 45% de la population le paye. Donc c'est très redistributif,
Donc il ne faut pas alourdir cette redistribution, parce que là, ça devient effectivement, je crois, insupportable. Et la deuxième des choses, la redistribution se fait aussi par les aides sociales. Quand M. Bocquet nous dit oui, bon d'accord, vous allégez le fardeau des plus pauvres parmi ceux qui payent, qui sont quand même, il ne l'a pas dit comme ça, mais enfin, qui sont quand même moins pauvres que ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, ce qui est vrai. Je rappelle qu'une grande partie des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, mais qui payent des taxes locales, notamment la taxe d'habitation, ils connaissent la baisse de la taxe d'habitation d'ailleurs avant la baisse de l'impôt sur le revenu. Et ceux qui ne payent pas la taxe d'habitation parce qu'ils sont en dessous de 11 000 € de revenus fiscal de référence par an, ils ont accès aux augmentations de prestations sociales décidées par ce gouvernement qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire de la République, du minimum vieillesse à l'allocation adulte handicapé. On aura l'occasion d'en reparler. La fiscalité n'est pas le seul outil de redistribution, même s'il est un outil de redistribution. Le choix du gouvernement, c'est de prendre 5 milliards. Alors l'argument qui consiste à dire malheureusement on le prend à crédit parce qu'on est endetté, même ça fait 40 ans qu'on n'aurait pas dû faire de baisse d'impôt, alors monsieur le sénateur. Et si on devait rembourser l'intégralité de notre dette, une période de déficit pour baisser les impôts, sans doute faudrait-il que les Français attendent encore un certain temps ou un temps certain, disait Raymond DeVos. La vérité peut-être m'oblige à dire que, mais je pense que vous êtes d'accord avec cet argument, puisque finalement vous proposez vous aussi une baisse de fiscalité, c'est que la baisse de l'impôt, elle aura l'avantage de relancer aussi la consommation, l'économie, que ce soit pour l'entreprise ou pour les particuliers. Alors il y a un débat évidemment sur l'offre et la demande dans ce pays, et je le comprends tout à fait, mais nous pensons que la baisse d'impôt décidée pour les ménages comme pour les entreprises participe au fait que notre croissance reste une croissance importante et fait des rentrées fiscales par ailleurs par un effet positif, notamment les rentrées de TVA. Quant à savoir s'il faut un impôt proportionnel, on en a déjà un qui s'appelle la CSG, effectivement, et qui touche les revenus, quels que soient ces revenus, et le capital. Donner un avis négatif aussi parce que nous avons choisi de concentrer la baisse de l'impôt sur le revenu, effectivement, sur la première tranche, celle qui passe de 14 à 11%, mais ne pas oublier la quasi-intégralité de ceux qui payent l'impôt sur le revenu, mais en excluant les plus riches des contribuables. Puisque sur 17 millions de foyers fiscaux, effectivement, 95% vont connaître une baisse, mais pas ceux qui ont des revenus les plus importants, à commencer par votre serviteur. Quand on est ministre de la République, on ne rentre pas dans la baisse de l'impôt sur le revenu, et c'est heureux, c'est une très bonne chose. Il y a donc un effet qui est d'ailleurs un effet cliqué que nous avions évoqué pour la taxe d'habitation lors du discours de politique générale. Je voudrais enfin souligner que si la question des niches fiscales est une question très intéressante, les supprimer revient à augmenter l'impôt. Donc il faudrait un jour qu'on ait cette discussion importante. Enfin, la vérité, c'est qu'une partie d'entre vous nous disent vous supprimez des niches. En fait, c'est une augmentation d'impôts, ce qui n'est pas faux. Et donc il faudrait évoquer effectivement ce sujet. Les niches fiscales, c'est un sujet. On passe de 100 à 90 milliards de niches fiscales entre l'année dernière et cette année, sur l'effet du CICE, mais enfin très partagé entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Le gouvernement a essayé au début du quinquennat de revenir sur ces niches fiscales, notamment sur la question de l'aide aux ménages. Vous avez constaté qu'il s'y est cassé une partie des dents. C'est d'ailleurs assez normal puisque nous avons une augmentation d'impôts qui est la conséquence d'une niche fiscale et qui touche des secteurs économiques. Donc évidemment, nous refuserons évidemment ces amendements. Et puis enfin, considérer qu'il faudrait toucher les demi-parts nous paraît pas très important, surtout que le gouvernement fait déjà des efforts très importants dans le texte qu'il a présenté après l'Assemblée nationale, notamment sur une question qui touche les anciens combattants et les veuves d'anciens combattants. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, monsieur le rapporteur général, tout le monde est pour l'impôt à la source. Donc on vous en remercie. On a compris votre conversion un peu tardive, mais sur le chemin de Damas, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu sur le chemin de Damas. Et justement, je comprends qu'après le chemin de Damas, vous n'êtes pas tout à fait converti, vous n'êtes pas encore Saint-Paul, parce que vous continuez quand même à trouver des critiques, alors moins graves que celles que trouvent vos collègues de l'Assemblée nationale, mais je vais quand même y revenir quelques instants, sinon votre conversion ne serait pas totale. Comment cela se fait-il que nous baissons l'impôt sur le revenu et que nous avons, non pas plus de recettes, on a quand même moins de recettes sur l'impôt sur le revenu, mais une recette supérieure à l'année dernière. D'abord, monsieur le rapporteur général, il ne vous aura pas échappé dans l'excellent rapport que vous aviez commis l'année dernière, 2019, c'est 11 mois d'impôt sur le revenu, puisqu'il y a un mois de décalage. 2020, ce sera 12 mois. À peu près un peu plus de 5 milliards d'euros par mois. On voit bien qu'il est normal qu'en 2020, il y ait plus d'impôt sur le revenu qu'en 2019. Deuxièmement, nous avons amélioré le recouvrement, monsieur le rapporteur général. Vous faites semblant de croire, comme à l'Assemblée nationale, chez une partie de vos amis, que l'augmentation des recettes de l'impôt sur le revenu vient que parce que nous avons contemporanéisé le taux d'impôt. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que les Français s'enrichissent chaque année pour ceux qui payent l'impôt. Mais, monsieur le rapporteur général, quand vous passez de 97% de taux de recouvrement d'un impôt de 76 milliards d'euros
à 98,5% de recouvrement d'un impôt de 76 milliards d'euros. Vous augmentez le recouvrement, notamment pour faire payer tous ces phobiques administratifs qui avaient un petit peu oublié de remplir leur déclaration de revenus ou qui avaient ici ou là un certain nombre de difficultés de déclaration, des gens qui venaient en France et qui repartaient en 6 mois. Non, mais attendez, on n'a pas retaxé les revenus exceptionnels 2 fois, monsieur le rapporteur général. Soyons sérieux quelques instants. Et franchement, à la fin, souffrez de dire que vous aviez tort d'être contre l'impôt à la source, c'est tout, mais c'est pas très grave. Donc sur l'impôt sur le revenu, monsieur le rapporteur général, vous avez donc à la fois un meilleur recouvrement, un point de 75 ou 76 ou 77 milliards, ça fait 760 millions d'euros. Donc on a bien 1,5 milliard, voire 2 milliards, d'après ce que nous constatons, de recouvrement supplémentaire. Les Français payent l'impôt sur le revenu avec égalité, sans augmentation, mais tout le monde le paye, comme on paye des cotisations sociales. Donc je rappelle que le taux de recouvrement est de 99,5, c'est-à-dire qu'on peut encore récupérer sans doute encore un point, parce que les contrôles fiscaux de l'année vont être seulement opérés maintenant, et on va sans doute améliorer encore le recouvrement de la déclaration d'impôt sur le revenu. Et puis enfin, oui, les Français, c'est normal, pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, ou pour une partie d'entre eux, ils ont retrouvé un travail, 500 000 chômeurs de moins qui retrouvent un boulot, des augmentations de salaire qui sont faites parce que la politique gouvernementale, elle est aussi positive, donc il y a plus de revenus, et quand il y a plus de revenus, comme l'impôt sur le revenu c'est un impôt proportionnel, il y a aussi plus de recettes. Donc voilà, monsieur le rapporteur général, comment une belle réforme faite par l'administration fiscale, à la fois améliore le recouvrement, permet de baisser les impôts comme nous le faisons aujourd'hui, donne l'égalité fiscale devant ceux qui payent l'impôt sur le revenu et constate que les Français, en tout cas une partie d'entre eux, bien évidemment, s'enrichissent. Je pense que vous devriez passer à autre chose plutôt que de critiquer encore une très belle mesure que vous n'aviez pas soutenue. Avis défavorable. Merci. Nous avons un certain nombre de demandes d'explication de vote. Nous débutons avec monsieur Karoutchi. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Finances, on a bien compris, Monsieur le Ministre. Bon, vous voudriez qu'on aille à Canossa sur le prélèvement à la source. Mais si, ça a un côté, pardon de vous le dire dans cet hémicycle, un peu vengeur masqué. Mais bon, pas masqué, allez, démasqué alors. Bon, je voudrais ça, rapidement, puisque je l'ai... D'abord, dire à M. Requier que j'ai beaucoup de respect pour Joseph Caillaux, sauf que le niveau des prélèvements lorsque l'impôt sur le revenu a été mis en place était de 12%. Heureux temps, on était franchement sur autre chose. Hein. Donc c'est vrai que l'État, à ce moment-là, avait très peu de ressources vraies. Et les collectivités en avaient en réalité davantage, ce qui est assez curieux, mais enfin, inversion des valeurs. Moi, je soutiendrai l'amendement du rapporteur, je soutiendrai cet amendement, notamment parce que je trouve, Monsieur le Ministre, que sur la politique familiale, il y a des signaux qui sont dangereux. Le gel des allocations, le fait que sur le quotient familial, il n'y ait pas une politique très active, fait que c'est le moins que l'on puisse dire, aujourd'hui une stagnation sur la natalité, et c'est extrêmement dangereux à terme, et pour l'économie française, et pour les retraites, et pour l'ensemble de la société. Donc sur ce plan-là, je pense que c'est un vrai investissement d'avenir d'avoir une politique familiale, et donc je soutiendrai l'amendement du rapporteur. Je ne sais pas s'il faut aller beaucoup plus loin. J'entends bien, et je suis tout à fait d'accord sur l'idée que tout le monde devrait payer l'impôt, même de manière très réduite. Mais j'ai quand même un souvenir, pas si ancien que ça, d'un Premier ministre socialiste qui nous disait qu'il y allait avoir un bing-bang fiscal, qui allait tout être mis sur la table et qu'il allait avoir en 2013 une espèce de révolution fiscale. Finalement, il n'y a rien eu du tout, parce que je l'admets bien volontiers, changer le système fiscal, ça se fait par petites touches, et on n'arrive pas dans ce pays à faire une révolution fiscale. Il n'y a pas de grand soir fiscal à attendre, mais monsieur le ministre, quelqu'un comme vous, quand même si vous reprochez à nos anciens amis, à vos anciens amis de l'Assemblée, bien des choses, je vous remercie infiniment. Mais baisser la dépense publique, maîtriser la dépense publique, et on pourra trouver des voies de réduction de la pression fiscale. Tant qu'on ne fait pas ça, le reste, c'est quand même beaucoup de discours en hémicycle. La parole est à Monsieur Bachere.
Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Je pourrais être presque d'accord avec le ministre des Comptes publics lorsqu'il nous dit que, effectivement, l'impôt universel, il existe, c'est la CSG. C'est le vrai impôt sur le revenu. Alors, on ne veut pas le dire, on pourrait peut-être l'intégrer plus intelligemment, d'ailleurs, à l'impôt sur le revenu. Je sais qu'à une époque, des calculs avaient été faits, et c'est toujours... Et je vois Alain Richard dire qu'il faut manier cela avec prudence. Eh bien, il a raison. Il faut manier cela avec prudence. On en appelle à l'impôt universel, et bien souvent ça coûte plus cher de le recouvrer que de la recette et du rendement attendu. Donc il faut s'en méfier. Par ailleurs, je pourrais être encore d'accord avec le ministre lorsqu'il dit que en France, la redistribution, en vérité, elle ne se fait pas par l'impôt sur le revenu. Elle se fait par les prestations sociales. C'est le pays dans le monde qui redistribue le plus par les prestations sociales. L'impôt sur le revenu, en ayant exclu 55% aujourd'hui des foyers fiscaux, crée un vrai problème de redistribution. On peut dire des choses massives, mais en vérité, la redistribution vers les bas revenus est faite par les prestations sociales. Car l'impôt sur le revenu finance les politiques d'État qui ne sont pas redistributives. C'est bien la sécurité sociale qui est la partie redistributive. Alors, justement, c'est pour ça que je vais évidemment soutenir l'amendement de notre rapporteur, parce que si je peux être d'accord sur la baisse de l'impôt sur le revenu, les Français ne l'apercevront pas, vous le savez, monsieur le ministre, parce que 5 milliards sur la masse répartis comme cela, vous dites 300 € en moyenne, et vous savez que pour beaucoup, la moyenne sera plutôt de 50 €. Et donc, ça sera beaucoup moins vu. Et pour ceux qui toucheront 500 €, là, il y aura peut-être un petit effet. Mais hélas, celui qui verra uniquement son impôt baisser de quelques euros, eh bien, à la fin de l'année, il aura l'impression d'avoir payé plus. Non, cette réforme n'est pas bonne. Celle d'Albéric de Montgolfier est la bonne, c'est-à-dire touchons donnons un peu plus aux familles. J'aime beaucoup l'amendement de M. Delahaye, évidemment, sauf que c'est un amendement d'élection présidentielle, de réduction de l'ensemble des niches fiscales contre une baisse généralisée. Il aurait pu trouver mon soutien là. Merci. Monsieur Canevet, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues. Cela fait longtemps que, par secteur, nous fustigeons la politique fiscale dans notre pays. Je crois qu'il est temps que nous puissions effectivement formuler des propositions. Il est clair, nous l'avons dit à plusieurs reprises, que pour ce qui concerne la démographie, eh bien, il faut qu'il y ait une politique incitative. Parce que l'impôt sur le revenu, c'est une politique incitative. Comme Jérôme Bascher l'a dit à l'instant, la redistribution s'effectue par les prestations sociales, mais l'impôt sur le revenu a une vocation incitative pour l'ensemble de la population. C'est pour ça que sur les différents aspects, je trouve que l'amendement de Vincent Delahaye me paraît tout à fait adapté aux enjeux que nous avons déjà identifiés ici. Cette question démographique avec la revalorisation du quotient familial, mais aussi, comme l'a évoqué le président Roquier tout à l'heure, l'universalité de l'impôt, car moins d'un contribuable sur deux paye l'impôt dans notre pays. Moins d'un contribuable sur deux. Et ce sont ceux-là, justement, qui considèrent qu'ils réalisent tout l'effort. Donc il faut partager l'effort, bien sûr, à hauteur de la capacité contributive des uns et des autres, mais il faut véritablement partager l'effort. Ça fait longtemps également, chers collègues, que nous fustigeons les niches fiscales. Hein, on le fait régulièrement. Il est temps que nous donnions des signes comme quoi, effectivement, nous remettons en cause et nous remettons tout cela sur la table. Des propositions concrètes sont faites ici. Je crois qu'il faut que l'on avance sur le sujet. Et puis, il y a aussi la question de la non-déductibilité de la CSG. Est-ce qu'il est logique qu'on continue à payer de l'impôt sur des taxes? Est-ce que c'est logique? Franchement, là aussi, il est temps que l'on dise ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas être X fois taxé, c'est pas possible. Donc là aussi, il faut que l'on prenne conscience de tout ça. Alors l'avantage du dispositif proposé par Vincent Delahaye, c'est que c'est neutre. C'est neutre pour les finances publiques. Donc, chers collègues, il faut absolument donner un signe que nous voulons avancer sur le sujet. Il ne s'agit pas de s'en tenir à des propos séquencés, mais il faut que nous disions, eh bien, une réforme est possible, proposons quelque chose, c'est notre rôle. Merci. Monsieur Bocquet, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Quelques mots
Parce que ce barème de l'impôt, ce n'est pas le marronnier du groupe communiste chaque année, c'est une prise en compte de la réalité sociale, économique et financière de notre pays, tout simplement. Il faut quand même rappeler, par exemple, qu'en 1983, il y avait dans notre pays 14 tranches d'impôts. Ce n'est pas la préhistoire, ce n'est pas si vieux que ça, avec un taux maximal à 65%. On est passé en 88 à 13 tranches, 56,8%. 94, il n'y en avait plus que 7, 56,8%. En 2006, 48,09% avec 5 tranches. Et on est rendu aujourd'hui donc à 5 tranches avec 45%. Est-ce que la France se portait plus mal à l'époque? Est-ce que cette diminution de la progressivité a favorisé le budget de la République et l'état de la nation? Première remarque. Deuxième remarque, on nous dit l'impôt est concentré, est hyper concentré sur le sommet de la pyramide. Mais oui, rien de surprenant. Les 1% les plus fortunés l'an dernier ont accaparé 82% de la richesse produite dans ce pays. Donc oui, il y a concentration de la richesse au sommet de la pyramide. Alors qu'il y ait concentration de l'impôt, pourquoi pas? Et en 2017, 10% des plus riches de ce pays possédaient 50% de la richesse, quand les plus pauvres se partageaient 5%. Voilà le fameux grand écart dans ce pays, cette fracture sociale que beaucoup ont décrite et condamnée, mais n'ont pas combattue en son temps. Voilà la réalité de ce pays. Alors, de qui parle-t-on quand on veut faire payer les très hauts revenus? On a ici sous les yeux le barème avec les revenus fiscaux par référence, par tranche. Si on fixe le seuil à 100 000 € de revenus par an, c'est pas la grosse fortune, ça. En dessous de ça, 37,5 millions de foyers fiscaux, sur un total de 38,3 millions de foyers fiscaux. Donc, faire payer les plus riches, c'est faire payer les 800 000 qui sont au-delà de 100 000. Si je prends par exemple des gens qui ont entre, mettons, 2 millions de revenus, 2 millions de revenus par an, c'est pas mal, 2 millions. Ça fait 5 479 € par jour. C'est pas mal pour vivre. Ça va pas mal, quoi. Et on ne pourrait pas faire payer un peu plus ces gens-là? Ce n'est pas la détestation des riches, c'est la détestation de l'injustice fiscale qui nous motive. Donc voilà, merci pour ce débat, mais c'était l'occasion de poser ça pour le débat. Merci. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Bargeton. Merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir rapidement sur un débat que nous avons régulièrement ici, qui est le sujet de l'impôt universel, notamment de l'impôt sur le revenu, ou bien d'impôt minimal. C'est un débat qui traverse plusieurs groupes, là en l'occurrence c'est Union Centriste, le RDSE qui le dépose, mais qui a traversé plusieurs courants de pensée politique, notamment la présidentielle, et depuis longtemps. Alors moi j'ai beaucoup de réticences sur ce sujet de l'impôt minimal. D'abord parce que je trouve que quand on le pose comme ça, on oublie que notamment les classes populaires, qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, payent beaucoup d'impôts par ailleurs. La CSG, ça a été dit, la TVA, on en a parlé hier, qui est un impôt de masse, et puis l'impôt sur les tabacs et sur l'essence. Ça s'est vu d'ailleurs. Donc cette idée qu'il y ait des gens qui échapperaient à l'impôt parce qu'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, c'est une idée fausse, mais qui circule beaucoup. Et je pense qu'il ne faut pas la renforcer. Parce qu'on confond le terme parfois d'impôt, prélèvement, avec impôt sur le revenu, qui n'en est qu'une des dimensions et qui n'est pas la dimension la plus importante. Ensuite, il y a une question de justice sociale. Au moment où il faut accroître le pouvoir d'achat, au moment où il y a eu une forme de mouvement très fort contre les impôts, etc., et notamment à l'occasion du mouvement dit des Gilets jaunes. Si vous accroissez l'impôt sur le revenu de personnes qui n'en payaient pas, vous allez devoir le leur rendre en réalité. C'est-à-dire augmenter les minima sociaux ou d'autres minima du même montant. Je ne vois pas trop quel est l'intérêt de dire tout le monde doit payer symboliquement 10 € d'impôt sur le revenu ou 15 € et puis finalement dire mais comme c'est un choc sur le pouvoir d'achat énorme, comme ça va peser sur la consommation des ménages, on va devoir réaugmenter par ailleurs les allocations sociales. Donc ça, c'est un sujet qui, moi, me semble, je comprends que philosophiquement cette idée traverse, je pense que c'est quand même un peu la fausse bonne idée et c'est pour ça que je ne voterai pas ces amendements. Par ailleurs, il y a d'autres amendements qui soit allègent
le rapporteur général nous propose d'accroître le déficit d'un certain côté. Bon, je ne le rejoins pas de ce point de vue-là. Et puis ceux qui augmentent les impôts davantage, alors que nous avons déjà des impôts élevés dans notre pays, ne vont pas non plus dans le bon sens. Donc je ne voterai pas ces amendements non plus. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Delahaye, vous avez la parole. Je pense que si notre Assemblée veut se faire entendre, il faut faire des propositions fortes. L'amendement que j'ai déposé est une proposition forte qui va vers un impôt universel, un impôt sur le revenu universel et sur tous les revenus. Comme nous sommes des gens responsables, nous avons voulu équilibrer. D'un côté, on baisse les taux, on rend déductible la totalité de la CSG, ça a un coût, et nous avons souhaité équilibrer ce coût. Alors je savais bien qu'en touchant les niches fiscales, derrière chaque niche, il y a des chiens, mais aussi, mes chers collègues, derrière chaque niche, il y a des fonctionnaires. Parce qu'il y a des fonctionnaires à Bercy qui s'occupent des niches fiscales, donc c'est pas rien. Et quand on a 186 niches fiscales, ça en fait beaucoup. Alors, moi je demande à la fois à la Commission, parce que j'étais un peu surpris par l'intervention du rapporteur général, qui indique, alors que toutes les niches fiscales que j'ai proposé de supprimer sont issues du document voies et moyens, du fascicule voies et moyens, qui a été fourni en même temps que le PLF, est-ce que... il y a des niches qu'on a supprimées qui sont dans ce document-là et qui, en fait, n'existent plus. Donc moi, j'aimerais savoir, parce que c'est le fascicule voies et moyens, et j'aimerais qu'on nous donne les moyens de travailler correctement. Parce que dans ce document, voies et moyens, dans les niches, sur les 80 niches que je propose de supprimer, il y en a 30 sur lesquelles on a pu chiffrer à la fois l'impact et le nombre de bénéficiaires, et il y en a 50 dans lesquels on n'a soit pas l'impact, soit pas le nombre de bénéficiaires. Alors j'avoue que c'est très difficile de bien travailler, Monsieur le Ministre, quand il nous manque des informations fondamentales pour faire de bonnes propositions. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être courageux. En tout cas, moi, c'est le principe que je me suis fixé en politique, c'est d'être courageux, de dire ce qu'on pense. Et quand on veut aller vers un impôt universel qui simplifie considérablement l'impôt sur le revenu, voilà, je pense qu'il faut être un peu audacieux. En plus, j'ai calculé sur pas mal de niches, en fait, les avantages que l'on obtient par la déductibilité de la CSG et de la CRDS et la baisse des taux compensent l'impact de la niche fiscale supprimée. Donc voilà, mes chers collègues, moi je maintiens bien sûr cet amendement. Je pense qu'il est plus complet que celui de la Commission. Merci, Monsieur Dallier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Un mot sur le prélèvement à la source, parce que quand même il y a un moment... Monsieur le ministre, vous êtes content de vous-même, c'est très bien. Content de vos services, vous pouvez l'être, parce qu'il y a deux choses dans cette affaire. Il y avait le côté technique. Et c'est vrai que c'était un enjeu considérable. Il y a des grands projets informatiques, on ne va pas revenir sur Louvois, on pourrait reparler de la contemporanéisation des APL. Elle n'a pas été mise en place l'an dernier, justement parce que techniquement c'est très compliqué et qu'il y avait des risques. De ce point de vue-là, il y avait un grand risque, c'est un succès, et ce succès, on le salue. Personne ne dit le contraire ici. Mais il y a un an, je pense que vous étiez aussi peut-être un peu inquiet. Ça s'est bien passé, on vous en donne acte. Et de ce point de vue-là, on peut saluer les équipes effectivement qui s'en occupent, parce que du point de vue de l'informatisation et des relations entre les contribuables et effectivement l'administration fiscale, on a un système qui est robuste. Donc de ce point de vue-là, pas de problème. Après, sur le fond c'était quoi? C'était la simplification. Alors effectivement, pour les Français qui sont soit salariés et avec des revenus relativement stables, ou alors qui sont pensionnés, les choses sont devenues plus simples. Et peut-être qu'on ira même vers la suppression de la déclaration. Pour tous les... Mais on n'a jamais dit le contraire. C'est pour ça qu'on est un peu dans la caricature. Non, on n'a pas dit le contraire, Monsieur Bargeton. Pour tous les autres qui ont des situations plus compliquées, qui bénéficient de crédits d'impôt, qui emploient un salarié à domicile, ne me dites pas que les choses sont plus simples aujourd'hui qu'avant. Elles ne sont pas plus simples. Non, elles ne sont pas plus simples. On a effectivement toujours une déclaration, on a toujours une régularisation. Vous avez dû, effectivement, en janvier, et vous avez eu bien raison de le faire, verser une avance sur les crédits d'impôt. Enfin, on ne peut pas dire que tout ça est beaucoup plus simple. Donc, Monsieur le ministre, ne tombons pas dans la caricature. On avait soulevé les risques techniques, on y a échappé, tant mieux. Sur le reste, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus simple pour une partie des Français? Ce n'est pas la réalité. Après, un mot sur le... M. Bargeton, un peu plus de respect, je pense. C'est un débat sérieux. Vous ne détenez pas la vérité absolue et tous les autres ne seraient pas
des crétins finis, donc merci de respecter un peu les autres. Sur l'amendement de notre collègue Delahaye, parce qu'après tout, c'est celui que nous serions susceptibles de voter. Effectivement, il y a des choses intéressantes dans cet amendement, notamment sur le fait de rendre un peu plus, enfin d'étaler beaucoup plus cet impôt sur le revenu. Maintenant, j'attire quand même l'attention sur la suppression d'un paquet de niches fiscales, parce qu'il faudrait pouvoir faire des simulations au cas par cas. Et ce que je crains, si on l'adoptait, c'est qu'effectivement, les journalistes, on sait comment ça fonctionne, iraient chercher tout de suite la suppression de telle niche fiscale, de telle autre, et je crains qu'au bout du compte, la communication qui pourrait être faite sur la décision du Sénat ne porte pas vraiment sur l'objectif premier, qui est de changer véritablement la manière dont on collecte cet impôt, mais qu'on soit effectivement sur le détail. Mais on voit l'article 2, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Maintenant, 6 amendements faisant l'objet d'une discussion commune, dont 2 amendements identiques pour commencer à nouveau. Celui du rapporteur général, défendu, le 69. Le 69, c'est le décalage dans le temps de l'entrée en vigueur de la réforme, et de manière très concrète, il ne s'agit pas de remettre en cause la réforme, là c'est un débat qui est passé, il s'agit simplement de se donner le temps de pouvoir améliorer la réforme et la simuler. Je n'ai pas entendu une réponse satisfaisante tout à l'heure sur la question du potentiel fiscal. Mais Bernard Delcros, je prends l'exemple du Cantal. Quand l'effet de la réforme, c'est de considérer que le Cantal est un département les plus riches, ça veut dire que ça mérite qu'on se donne 1 an de plus, sinon, de toute façon, on y reviendra. On sera obligé d'y revenir. Le gouvernement nous dit, de toute façon, on devra, dans le PLF pour 2021, continuer à améliorer la réforme. Donc, le dégrèvement ne change strictement rien pour le schéma pluriannuel tel qu'il est envisagé pour les contribuables. Il se permet simplement d'améliorer la question de la compensation pour les collectivités territoriales. Se donner 1 an de plus, franchement, ça n'a rien de scandaleux. Je pense que ce serait de la bonne gestion. Par le passé, on nous a suffisamment reproché quand même d'avoir dû mettre des correctifs. Je peux vous citer un nombre innombrable de réformes où on a dû, dans des PLFR, dans des PLF suivants, corriger les effets inattendus des réformes. Ce serait, je pense, sur une réforme aussi massive de plusieurs milliards d'euros, de bonne gestion, de se donner 1 an de plus. Ça ne change, encore une fois, strictement rien à la baisse de pouvoir d'achat souhaitée par les contribuables. Donc, ça paraît être, je pense... Bon, très bien. Donc, amendement identique de M. Reynal, vous le défendez ou c'est défendu ? Défendu. Et le ministre veut rajouter, non ? Ah oui, c'est vrai. Il y a 4 amendements identiques maintenant qui suivent. Monsieur Bazin. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, très rapidement, on pourrait appeler cet amendement celui de la suppression de l'année blanche. En effet, la rédaction actuelle de l'article aboutit à constater un décalage de TVA d'1 année dans la prise en compte de l'évolution de TVA servant de référence et à perdre en 2021 pour les collectivités concernées 1 année d'évolution de la TVA substitutive de recettes. Donc, on vous propose d'y remédier par cet amendement. Alors, le suivant identique, je vois présent Monsieur Delcros. On peut dire qu'il est défendu, il est identique. Ça va ? C'est Monsieur Fouché, le premier signataire. Non, mais moi, j'ai pas signé d'amendement pour le report. Si, 411 rectifié, vous avez votre nom, mais peut-être vous ne saviez pas. Mais c'est pas grave, il n'y a aucun signataire à part vous. Donc si vous ne vous souvenez pas de l'avoir signé, on passe, on avance. Monsieur Morisset, oui, il fallait que je regarde plus à droite. Monsieur le Président, juste le présent amendement vise à ce que la compensation octroyée sous la forme d'affectation de fraction de TVA intègre dès la première année la croissance du produit fiscal transféré. C'est pourquoi notre collègue Fouché propose cet amendement afin d'y remédier. Il n'y a pas de signataire. Si, Monsieur, qui se dévoue pour le 716, Monsieur Collin, Monsieur Arnel, allez-y. Défendu. Défendu. Et puis, Monsieur Capu n'est pas là, donc c'est pas défendu. Alors, on va commencer à voter dans l'ordre. Pour les 2 amendements identiques, 69, avis du gouvernement. C'est le vôtre.
Oui, attendez. Non, je suis perturbé par une demande de scrutin public. Donc, sur les 4 identiques suivants, monsieur 4 le rapporteur. identiques, ils sont incompatibles avec ceux de la position de la Commission. Donc, demande de retrait au profit de l'amendement de la Commission identique à celui de monsieur Reynal. Et d'accord. Donc, demande de retrait pour cela. Alors, sur les premiers, notamment le 69, c'est ça? 510, c'est ça. Explication de vote. Il y a une demande de scrutin public. Avant, il y a des explications de vote. Monsieur Carucci, vous avez la parole. Monsieur Capo-Canelas ensuite. Rapidement, parce que ce sera ma seule intervention sur toute la TH. En vrai, enfin un débat fascinant, et le ministre est malheureusement dans son rôle. Il va écouter, subir, être battu régulièrement, et il fera battre tout ça à l'Assemblée nationale tranquillement. Donc, restons sereins et calmes sur le devenir de tous ces amendements. En revanche, monsieur le ministre, et là, je vous le dis à vous, parce que vous avez un peu d'habitude, un peu d'expérience, et même si vous n'êtes pas de l'ancien monde, vous avez encore la tradition de l'ancien dans le nouveau. Souvenez-vous de ce qui s'est passé sur le fait que le gouvernement n'a pas écouté le Sénat sur la fiscalité sur l'énergie. Souvenez-vous d'un certain nombre de sujets sur lesquels le gouvernement était trop sûr de lui et a lourdement payé par la suite. Alors en réalité, je sais bien que vous n'avez pas ce soir la capacité de dire oui à un amendement. Les arbitrages sont rendus, Matignon n'accepterait pas, je connais ça par cœur. Mais en revanche, vous devez être, j'aurais préféré que le ministre chargé des relations avec le Parlement soit là, mais vous devez être l'interprète et l'intermédiaire auprès du gouvernement pour dire attention, il y a d'un côté la Chambre des collectivités locales qui dit des choses, tout n'est pas forcément faux. Est-ce que le gouvernement ne peut pas réfléchir avant la deuxième lecture à l'Assemblée pour accepter un certain nombre de choses? Ce n'est pas indigne d'un gouvernement d'écouter une des deux assemblées. Et ce n'est pas indigne du gouvernement de ne pas écouter uniquement celle des assemblées où il a une telle majorité qu'en réalité, il s'écoute lui-même. Écoutez le Sénat, soyez notre intermédiaire pour dire au gouvernement, je peux dire non, on peut tout balayer à l'Assemblée, est-ce que c'est raisonnable? Alors, je sais que c'est un débat important. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'interventions sur l'article lui-même. Ensuite, il y a eu des déclarations de très bonnes intentions sur le fait qu'on allait, après ça, aller très vite. Mais j'ai beaucoup de demandes d'intervention et même un scrutin public, ce qui est l'inverse des proclamations demandées par le président. Moi, je ne parle pas à vous, je dis globalement, je rappelle que est en train de s'exécuter l'inverse de ce que tout le monde a dit tout à l'heure. Alors, on commence par Monsieur Dallier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je voudrais comprendre pourquoi le gouvernement s'oppose à l'amendement du rapporteur général, le numéro 69. Si j'ai bien compris, mais peut-être n'ai-je pas compris l'objet de l'amendement, on ne va rien changer à votre réforme. On ne la décale pas à 2024, par exemple. On ne fait que se donner du temps supplémentaire pour mesurer les effets collatéraux. À part cela, à mon sens, c'est ce que j'en avais compris, ça ne change rien. Donc pourquoi ne pas adopter cet amendement? Franchement, je ne comprends pas. Personne ne va se renier en le faisant. Parce que nous sommes déjà à la fin de l'année. L'été va arriver très vite. Ça veut dire qu'il vous reste 6 mois, effectivement, pour gérer les difficultés qui vont, à coup sûr, survenir. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne se donne pas une année de plus. Ça me semble une position absolument de bon sens. Donc expliquez-nous, Monsieur le Ministre, pourquoi vous vous y opposez. Pour moi, c'est relativement incompréhensible à ce stade. Alors ensuite, Monsieur Richard, vous avez la parole. Président, ça prendra 30 secondes parce que l'objet dont on parle n'est pas le report de la réforme fiscale. Le rapporteur général n'émet aucune objection au basculement en 2021. En réel, ce sera voté le 1er janvier 2020. Ça s'appliquera le 1er janvier 2021, ça laisse déjà du temps pour analyser. Mais l'effet de la réforme sur les dotations survient au 1er janvier 2022. Donc en réalité, nous avons déjà 2 ans, sans changer la date d'entrée en vigueur de la loi.
Monsieur Delcros. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors d'abord, il y a eu un peu de confusion, donc je voudrais dire que l'amendement que j'ai signé ne concerne pas du tout le report, il concerne une garantie de ressources pour les départements dans la durée, en disant que les ressources, la part de TVA affectée à chaque département ne pourra jamais baisser, c'est-à-dire sera au moins égale à ce que le département avait l'année précédente. Sur le report, moi, très franchement, je pense qu'il faut être cohérent. Soit on est contre la réforme et on dit on ne vote pas la réforme avant de connaître exactement l'incidence et les mécanismes qui seront mis en place pour éviter l'incidence sur le potentiel financier, soit on vote la réforme et c'est ce qu'on s'apprête à faire. Et moi, je pense qu'on a intérêt, si on vote la réforme, à ne pas perdre de temps dans la mise en place de cette réforme. Parce qu'au mois de mars 2020, il va y avoir de nouvelles équipes qui vont être élues. Et on va dire à ces équipes, écoutez, il y a une réforme qui a été votée, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer, vous verrez ça en 2022. Moi, très franchement, je pense que le point le plus important, on l'a soulevé, c'est la question de l'incidence sur le potentiel fiscal, le potentiel financier. C'est ça le sujet de fond, parce qu'elle impacte les dotations. Il faut régler cette question en 2020. Soit on fait une révision, certains l'ont demandé, une révision plus globale des modalités de calcul du potentiel financier, soit on fait un mécanisme, pour l'instant, de neutralisation, il est facile à faire, de la réforme sur le potentiel financier, mais au moins les élus qui vont arriver au printemps prochain connaîtront la règle du jeu à partir de 2021. Eh bien, on va passer au vote. Monsieur Rénal, vous avez la parole. Non, moi je suis très étonné là, des deux échanges, des deux derniers échanges. Quand même, c'est pas... D'abord, il y a une question qui est quand même une question de fond. Alors ça a été dit d'ailleurs, il n'y a pas de changement par rapport aux dates. Ça vient d'être confirmé. Pour rien. Ça ne change rien dans les dates d'application. Rien. C'est ce que tu as dit. Pour l'impôt, c'est 2021. Oui, d'accord. Bon, on est d'accord. Mais sur tout ce qui est le système de péréquation, c'est 2022, quoi qu'il arrive. Bon. Alors, c'est le sujet. Et sinon, il y a une année de dégrèvement, vous en avez déjà fait 3, vous pouvez faire 4 années de dégrèvement. Hein, le monde ne va pas s'arrêter de tourner quand même. Enfin, de quoi on parle? Et moi, je suis très étonné qu'alors qu'on a déjà vécu, et nous ici, les anciens, on a déjà vécu des réformes de taxes avant, et notamment la taxe professionnelle, sur laquelle il a fallu revenir dans les 2 années, 3 années qui ont suivi. Voilà. On a remodifié, etc. Je ne parle pas des systèmes sur les petites entreprises, les taxes minimales, etc. Bon, de cotisation, de CFE, c'était ça, hein, minimale. Bien. On y est revenu 4 années de suite. Dans la présentation qui nous est faite de la réforme, on dit, écoutez, on va faire une modification sur les péréquations, et puis on se donne le temps, c'est écrit comme ça, pour éventuellement l'année suivante, remodifier. On rouvre la boîte de Pandore. Bon, nous, on a une expérience de ça. On en a assez. On n'a plus envie de vivre ça. On a envie d'arriver avec un système complètement bouclé. On ne vous dit pas, supprimons la réforme. Là, par contre, le résultat serait celui de Carucci. Si on arrivait en disant on supprime la réforme, bon ben là vous la remettez, tac, pop. On ne vous demande pas ça. On vous demande de se donner le temps d'affiner tous les sujets et qu'on puisse le faire. Et je vais vous dire une chose, tous les maires préféreront que les choses soient claires. Et si vous ne voulez pas de cette clarification, vous allez vers des soucis. Alors que le ministre, comme Roger Carucci l'a dit, n'est pas mandat aujourd'hui de négocier ça, on l'entend. Ce qu'on lui demande, c'est de le rapporter. Il y a ensuite une CMP, et en CMP, eh c'est aux deux chambres de se mettre d'accord. On verra bien. Voilà. Mais gardons cela ouvert, de grâce. Moi, je suis étonné que des choses aussi simples ne passent pas. Il n'y a pas de désaccord fondamental. Allons-y, mais allons-y sérieusement, c'est ce qu'on vous demande. Donc, alors, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par les groupes Les Républicains et Socialistes et Républicains sur les amendements identiques 69 et 510. Je vous rappelle que l'avis de la commission est favorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 42 sur les amendements identiques 69 et 510. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs, groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 329, nombre de suffrages exprimés 313, pour l'adoption 238 contre 75. Le Sénat a adopté. Passons à l'amendement 744. J'ai le micro au milieu. Monsieur Eblé, Monsieur le Président. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je vous ferai l'économie d'une présentation détaillée des dispositions techniques de cet amendement dont il faut bien reconnaître qu'il est assez lourd, pour me contenter de vous indiquer qu'il vise à rétablir non pas l'impôt de solidarité sur la fortune tel que nous l'avons connu, mais un impôt sur la fortune nouvelle génération, modernisé, conformément à des préconisations que j'ai exprimées dans le cadre du rapport d'évaluation de la transformation de l'ISF en IFI. Nous observons un contexte de forte concentration croissante du capital. Il y a donc bien une question posée. Et la réforme qui a été adoptée l'année dernière ne pouvait se justifier que si la suppression de l'ISF avait eu pour effet de stimuler fortement l'économie. C'est ce qu'on nous avait vendu, en quelque sorte, au point de pouvoir générer des gains en termes d'emploi, de pouvoir d'achat pour l'ensemble de la population. Or, il ressort de nos travaux d'évaluation que le gain fiscal lié à la réforme n'a été que très partiellement réinvesti dans les entreprises françaises, compte tenu notamment des déperditions vers la consommation courante et vers des investissements dans le reste du monde. Plus généralement, les études empiriques les plus récentes suggèrent que l'allègement de la fiscalité au niveau de l'épargnant actionnaire n'exerce pas d'effet sur l'investissement. Par ailleurs, la baisse du nombre de départs de redevables de l'ISF qui a été observée en 2017, moins 256 en nombre absolu, à supposer qu'elle soit directement liée à la mise en place de l'IFI, ce qui reste à prouver, représente moins de 0,1% du total des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Les gains économiques collatéraux associés à cette diminution des départs paraissent limités dès lors que l'âge moyen des partants, proche de 60 ans, suggère que la plupart n'étaient pas sur le point de démarrer un nouveau projet d'entreprise. Au total, il apparaît ainsi que la suppression de l'ISF, qui constituait une forme d'imposition populaire au rendement particulièrement dynamique, répondait avant tout à des motifs idéologiques. En outre, sur le plan de l'équité, le choix du gouvernement de ne taxer désormais que la seule richesse immobilière a accentué les défauts de l'ISF. La réforme a conduit à exonérer totalement les très hauts patrimoines financiers. 18% des redevables de la dernière tranche de l'ISF ne payent pas l'IFI, alors même que de nombreux redevables de l'ISF restent assujettis à l'IFI sans pour autant disposer de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de grande fortune. 20%, ce n'est pas rien, des redevables de l'IFI ont un revenu fiscal de référence inférieur à 62 000 euros. Aussi, il apparaît aujourd'hui indispensable de restaurer l'ISF tout en le modernisant. À cette fin, nous avons 3 aménagements. Un relèvement significatif du seuil d'assujettissement de 1,3 million à 1,8 million afin de sortir de l'impôt toutes les petites fortunes immobilières. Près de 40% des redevables de l'ISF seraient ainsi exonérés, 40%, pour un coût légèrement inférieur à 500 millions d'euros. Un retour du plafonnement mis en place sous le gouvernement Juppé et qui avait été validé expressément par le Conseil constitutionnel, donc qui est sûr sur le plan juridique, qui permettrait mécaniquement de restaurer la progressivité de l'ISF en haut de la distribution des patrimoines, puisque le dispositif de plafonnement corrigé laissait échapper beaucoup, de très grandes fortunes à cet impôt, en tout cas les très très grandes. Il faut conclure, Monsieur le Président. Oui, j'en termine en indiquant que mon amendement propose également une modernisation des modalités déclaratives pour limiter les sous-déclarations. Merci. Nous passons à l'amendement 1018. Madame Assassi. Oui, merci Madame la Présidente. Le rapporteur général de la loi de finances à l'Assemblée nationale, face à des amendements que nos amis du groupe GDR déposaient, a ironisé sur notre opiniâtreté à revenir sur certains sujets.
Je ne sais pas si monsieur le rapporteur émettra la même critique. Et oui, c'est vrai, nous revenons inlassablement, nous militons pour le rétablissement de l'ISF qui a été abrogé par monsieur Macron et son gouvernement. Cette abrogation de l'impôt sur les fortunes mobilières est un argent qui vole de continent en continent, sans contrôle ou si peu. Seule la fortune immobilière demeura taxée. Cette abrogation s'avère 2 ans et demi après comme purement dogmatique, enfin pas tout à fait, car certains en ont bien profité. Une chose en tout cas est certaine, les effets annoncés en faveur de l'emploi, du maintien des fortunes en France, ne sont aucunement avérés. Monsieur le Président de la Commission des Finances a rappelé ce chiffre lors d'une émission télévisée très intéressante cette semaine. En 2018, les 100 plus grandes fortunes ont bénéficié d'un crédit d'impôt de 160 millions d'euros, soit une moyenne de 1,6 million d'euros par contribuable. Est-il possible, face à un tel chiffre, qu'il est urgent de redire qu'il est urgent et nécessaire d'abroger l'ISF? Ces chiffres parlent. Il montre l'ampleur d'un scandale que n'accepte pas notre peuple. Monsieur le rapporteur général, vous avez, sans un certain humour, souligné les conséquences étonnantes et inacceptables de l'abrogation de l'ISF. Dans le rapport d'information que vous avez co-signé avec M. Eblé, il est écrit, paradoxalement, une stratégie indubitablement anti-économique consistant à vendre un appartement aujourd'hui loué à titre professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yacht permet ainsi d'échapper à l'ISF. Fin de citation. Si cela s'est produit, et cela s'est sans doute produit, c'est, j'oserais dire, proprement scandaleux. L'adoption de notre amendement s'avère donc bien nécessaire. Merci. Quel est l'avis de la Commission? Monsieur le rapporteur. La Commission, et moi-même en particulier, partageons une partie de l'argumentation qui vient d'être développée. Une partie parce que le gouvernement a supprimé l'ISF. Ça, je crois que c'est la partie que je pouvais approuver, parce que les inconvénients de l'ISF, je ne reviendrai pas sur... J'ai un rapport sur l'exil fiscal, il est là, sur le caractère anti-économique de l'impôt, c'est suffisamment étendu. Sur le taux d'imposition, il y a aujourd'hui 3 pays qui ont un ISF, l'Espagne, la Suisse et la Suède l'a abrogé, l'Espagne, la Suisse et la Norvège. Mais dans ces pays-là, avec des taux d'imposition de 0,2% en moyenne du PIB. Mais la France a également un impôt sur les successions qui représente 0,6 points du PIB. Donc nous avons en France l'inconvénient d'avoir à la fois un impôt sur la transmission qui est élevé, là où dans beaucoup de pays il y a carrément plus d'impôt sur les successions, et en même temps un impôt sur le capital que quasiment aucun pays ont. Donc je ne reviendrai pas sur les inconvénients. Dans les expertises qu'on a menées avec le Président, il y a notamment la question du financement des PME et des ETI. Si vous regardez pourquoi en France les ETI ne sont pas financés, c'est simplement parce que les actionnaires minoritaires pour lesquels ce n'était pas outil de travail étaient contraints de devoir demander des dividendes pour payer simplement l'ISF. Donc je ne reviens pas sur les inconvénients de l'ISF. En revanche, là où je rejoins notamment ce qu'a dit Vincent Eblé à l'instant, c'est sur la solution qui a été trouvée par le gouvernement. Un impôt sur la fortune immobilière, qui était motivé par cette déclaration du président de la République. J'imposerai dans ce pays tout ce qui est improductif. Bon, sur le plan du principe, l'idée d'imposer ce qui est improductif pour ramener de l'argent dans l'économie, c'est une idée qui est séduisante. On pourrait y souscrire. Le seul problème, c'est qu'on a imposé l'immobilier, les bureaux, qui servent quand même à l'activité économique, les détenteurs d'usines, les détenteurs d'appartements qui contribuent à loger la population. En revanche, lorsque vous avez des bitcoins, lorsque vous avez des placements en diamants comme Picsou, lorsque vous êtes en obligation asiatique, vous êtes totalement exonéré. Donc j'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, si le bitcoin participe plus à l'économie que l'investissement immobilier. Je n'ai pas l'impression. Est-ce que investir dans des obligations chinoises, ça participe plus au financement de l'économie? Non. Est-ce que donc vous avez prêt une mauvaise solution? Moi, j'aurais voulu, et je vous proposerai en seconde partie, de supprimer l'IFI et de le remplacer par l'IFI, de supprimer l'impôt sur la fortune immobilière et de le remplacer par un impôt sur la fortune improductive. Et là, pour le coup, ça ramènera dans l'économie des liquidités qui aujourd'hui dorment. Ben oui, voilà. Mais non, vous avez...
Et si vous êtes capable de m'expliquer en quoi l'investissement, encore une fois, en bitcoin et en liquidité contribue plus à l'économie que l'investissement en usine ou en appartement ou en boutique, eh bien, je suis prêt à y souscrire. Mais en attendant, évidemment, c'est un avis négatif sur ces deux amendements. Rétablir l'ISF serait évidemment assez catastrophique. En revanche, et je partage ce constat avec Vincent Eblé, on ne peut pas rester là. Regardez, sur le plan du logement social, on aura le débat, la production de logements cette année. Regardez la crise immobilière. Évidemment, le marché de l'immobilier, c'est en théorie un marché pur et parfait. Moins il y a d'investisseurs, moins il y a d'offres. Donc ça contribue à la crise du logement. Et vous matraquez l'immobilier et résultat, évidemment, on a les conséquences que l'on a, y compris sur le logement. Donc voilà, vous avez fait une partie du travail, supprimé un mauvais impôt, mais vous l'avez remplacé par un impôt qui, par bien des points de vue, est beaucoup plus néfaste parce qu'il concentre sur les plus bas revenus. C'est l'impôt des petits riches. Il est plus complexe dans son calcul et donc il a beaucoup d'inconvénients. Donc avis défavorable, bien sûr, sur les deux amendements. On ne partage pas la même conclusion politique avec les deux amendements du groupe communiste et du président Eblé. Merci, Monsieur le Ministre. Bon, très rapidement, ça fait affaire le troisième PLF, donc on fait 3 fois qu'on parle effectivement de ces mesures d'impôt sur la fortune ou d'impôt sur la fortune immobilière. Un avis négatif sur les amendements. D'abord, et y compris d'ailleurs sur les propos du rapporteur général, on aura l'occasion sans doute en deuxième partie de l'évoquer. Le président de la République, il a dit que nous allons évaluer. On l'évaluera. Et on l'évaluera, notamment, il l'a évoqué pour l'année 2020-2021. Quand on a supprimé... Non, ce n'a pas été fait, monsieur le rapporteur général. Non, monsieur le président de la Commission des finances. Comment vous pouvez... Votre idéologie, à mon avis, bloque une partie de l'évaluation. Comment vous voulez évaluer un impôt que vous avez supprimé? Je vous ai écouté avec attention sans vous couper, monsieur le rapporteur général et monsieur le président de la Commission des finances. Tendance assez certaine à couper quand on n'est pas d'accord avec vous. Mais en l'occurrence, souffrez que je dise quelques mots. Quand on a supprimé l'impôt sur la fortune... nous l'avons fait dans le PLF 2018. Les gens qui payaient l'impôt sur la fortune, ils le payaient, je ne le paye pas personnellement, donc vous voyez, je me suis renseigné, ils ne l'ont pas payé l'année dernière, ils ne l'ont pas payé en août-septembre. Voilà. Donc si vous comptez bien, ça fait quasiment un an, et même au début du PLF, ça faisait moins d'un an qu'on avait supprimé l'ISF. On n'avait pas supprimé un impôt depuis moins d'un an que vous vouliez déjà en tirer des conclusions. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas raisonnable. Donc on évaluera évidemment la suppression de l'ISF. Peut-on parler, Madame la Présidente de la Commission? Bien sûr, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Donc, non, mais quand vous nous dites que vous avez fait une évaluation, c'est tout à fait faux. D'ailleurs, même le rapport d'analyse évoque effectivement qu'il est bien trop tôt pour le faire. Tout ce que l'on constate, peut-être n'y a-t-il pas de lien, peut-être que c'est effectivement la finance magique et que comme par hasard, en France, le chômage baisse, comme par hasard, il y a plus d'investissements privés, comme par hasard, nous avons plus de création d'entreprises, y compris d'industries qui reviennent. Comme par hasard, les chiffres que vous ne citez pas, c'est qu'en 2013-2014, en 2015, lorsque vous étiez en responsabilité, il y avait quasiment plus de 1000 départs à l'étranger et qu'effectivement, on n'a que les chiffres de 2017, ce qui est en soi un défaut. On aura sans doute l'année prochaine les chiffres de 2018. On est tombé effectivement à 200. Tout ça n'est pas que pour des raisons d'exil fiscal, mais c'est parfois aussi pour des raisons d'exil fiscal. Donc on a des indications qui, pour ma part, me semblent positives, mais je ne cache pas derrière une idéologie. On va attendre d'avoir au moins 1 année et demie, 2 années de constat de savoir où est passé l'argent de cet impôt, plutôt que d'en tirer des conclusions, alors que ça fait même pas un an qu'on a supprimé l'ISF et vous en tirez déjà conclusion que la fille de Molière est muette. Donc avis négatif. Merci. Monsieur Marie, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En politique comme en pédagogie, l'art de la répétition est une vertu. Non pas seulement pour réussir à vous convaincre, un jour peut-être y parviendrons-nous, mais surtout parce que la répétition signifie la constance. Oui, notre groupe présente cette année encore, et j'associe tous mes collègues présents à cette intervention, un amendement pour rétablir l'impôt sur la fortune. Je ne reviendrai pas sur le choc d'injustice qu'a constitué sa suppression dans l'opinion. Ce sujet avait animé nos débats l'an dernier, je vous propose de les relire aujourd'hui. Certains comprendraient peut-être le ras-le-bol citoyen qui s'est manifesté alors, et ceci pendant des mois. Le portrait social de la France présenté cette année par l'INSEE devrait en tout état de cause vous conduire à conclure que la théorie du ruissellement dont vous prévalez ne marche pas. Je veux insister sur 2 points cette année. D'abord, je vous demande de considérer en vue de votre vote, les apports que nous avons faits au dispositif de l'ISF dans notre amendement. Nous avons entendu les critiques de certains sur le dispositif passé et nous proposons de les corriger tout en rétablissant une justice fiscale et une solidarité nationale. Les études économiques internationales montrent clairement que la très grande richesse est loin d'apporter à la société ce que l'organisation de la solidarité par la puissance publique peut apporter. En d'autres termes,
Le monde sans puissance publique, sans État régulateur, sans solidarité nationale est un monde d'inégalités croissantes. Notre amendement va contre cette société d'inégalités et corrige les biais passés de l'ISF. En deuxième lieu, je veux insister sur les recettes. Nous vous proposons d'un coup d'un seul 5 milliards d'euros. Nous les apportons au budget de la nation librement. Servez-vous-en pour financer ce que nos concitoyens réclament. Un plan hôpital d'envergure ou une revalorisation des prestations familiales qui serait rendue possible par une compensation aux comptes sociaux des mesures gilets jaunes. Des moyens adéquats pour l'université ou les réformes de l'éducation nationale. Une augmentation de l'enveloppe du revenu universel d'activité pour que cette réforme soit socialement utile et pas budgétairement économique. Ou encore un plan de transition écologique massif, ou même faire en sorte que la dette que vous creusez ne le fasse pas. Bref, votez notre amendement ou expliquez enfin aux Français quels avantages il y a à ce que les très riches ne contribuent pas, à leur mesure, à la solidarité nationale et à la construction de la société de demain. Merci. Très bien. Nous passons au vote. L'amendement 1106 avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 744 avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur l'amendement 1118. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Je dis le scrutin est ouvert. Le scrutin est ouvert. Voici les résultats du scrutin numéro 41 sur l'amendement 1018. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 327, nombre de suffrages exprimés 306, pour l'adoption 88, contre 218. Le Sénat n'a pas adopté. Et vous l'avez vu, le Sénat et le gouvernement ne sont toujours pas d'accord à propos de l'impôt sur la fortune immobilière qui remplace l'impôt sur la fortune. Dans la suite du débat sur le budget, la droite du Sénat devrait le transformer en impôt sur la fortune improductive, une fortune issue de la spéculation financière. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.